Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Il sera question aujourd'hui d'un deuxième livre d'Annie Ernaux, tiré de ce volume Écrire la vie, après les armoires vides, la honte. Il ne s'agit pas du livre suivant chronologiquement, mais il s'agit d'un livre dont les thématiques sont assez proches de celles qu'on a pu voir dans les armoires vides, l'enfance d'Annie Ernaux, ses parents, le décalage entre le monde du café-épicerie de ses parents et l'école où elle fréquente des gens d'une société beaucoup plus élevée que celle où elle retourne de temps en temps. Et puis il y a donc cette honte. Nous sommes en 1952, c'est-à-dire l'année des 12 ans d'Annie Ernaux. Et cela commence de cette manière-là. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l'après-midi. Voilà une entrée en matière extrêmement brutale. Mon père a voulu tuer ma mère. Et puis, elle raconte ensuite le contexte, sans expliquer pourquoi mon père a voulu tuer ma mère. J'étais allé à la messe de midi moins le quart, comme d'habitude. J'avais dû rapporter des gâteaux du pâtissier, installé dans la cité commerciale. Un ensemble de bâtiments provisoires édifiés après la guerre, en attendant l'achèvement de la reconstruction. En rentrant, j'ai enlevé mes affaires du dimanche et enfilé une robe se lavant facilement. Voilà le quotidien d'un dimanche qui a l'air tout à fait ordinaire. Sauf que mon père a voulu tuer ma mère. Une fois les clients partis, les volets ajustés sur la devanture de l'épicerie, nous avons mangé, sans doute la radio allumée, parce qu'à cette heure-là, c'était une émission humoristique, Le Tribunal, avec Yves Degnaud, dans le rôle d'un lampiste accusé continuellement de méfaits dérisoires et condamné à des peines ridicules par un juge à la voix chevrotante. Le petit détail qui nous inscrit dans l'époque. Mais pourquoi mon père a-t-il voulu tuer ma mère ce dimanche de juin? Toujours pas d'explication. Et l'explication, c'est ce qui échappe peut-être. Ma mère était de mauvaise humeur. La dispute qu'elle avait entreprise avec mon père, sitôt assise, n'a pas cessé durant tout le repas. La vaisselle débarrassée, la toile cirée essuyée, elle a continué d'adresser des reproches à mon père, en tournant dans la cuisine minuscule, coincée entre le café, l'épicerie et l'escalier menant à l'étage. Comme à chaque fois qu'elle était contrariée. Donc c'est quelque chose, ces disputes, d'assez ordinaire, finalement. Mon père était resté assis à la table, sans répondre, la tête tournée vers la fenêtre. D'un coup, il s'est mis à trembler convulsivement et à souffler. Il s'est levé et je l'ai vu empoigner ma mère, la traîner dans le café en criant avec une voix rauque, inconnue. Je me suis sauvé à l'étage et je me suis jeté sur mon lit, la tête dans un coussin. Puis j'ai entendu ma mère hurler, ma fille. Sa voix venait de la cave, à côté du café. Je me suis précipité au bas de l'escalier. J'appelais au secours de toutes mes forces. Dans la cave mal éclairée, mon père agrippait ma mère par les épaules ou le cou. Dans son autre main, il tenait la serpe à couper le bois qu'il avait arraché du billot où elle était ordinairement plantée. Je ne me souviens plus ici que de sanglots et de cris.
Voilà la scène initiale, la scène d'ouverture de ce livre. Et ce qui est assez surprenant, c'est que, au fond, ce qui se passe ensuite s'éloigne de cette scène, essaye de reconstituer le monde de cette famille en 1952, tout ce qui a lieu autour de cet événement, mais qui ne l'explique peut-être pas ou ne l'explique qu'en partie. Et donc, Annie Ernaux enquête. 1952, qu'est-ce qu'il s'est passé cette année-là? De cette année-là, il me reste 2 photos. Ça, c'est une technique qu'utilise très souvent Annie Ernaux pour se souvenir, le recours aux photos. L'une me représente en communiante. C'est une photographie d'art, en noir et blanc, insérée et collée dans un livret en papier cartonné, incrustée de volutes, recouverte d'une feuille à demi transparente. À l'intérieur, la signature du photographe. Donc on voit que par la photo, par un élément matériel, elle essaye de reconstituer cette année-là pour approcher l'événement qui a eu lieu sans qu'on en comprenne les tenants et les aboutissants. Elle fait des listes. Comme trace matérielle de cette année-là, il me reste aussi une carte postale, photo en noir et blanc d'Élisabeth II. Elle m'a été offerte par une petite fille d'amis havrais de mes parents, qui était allée en Angleterre avec sa classe pour la fête du couronnement. Ou alors, suite de la liste, une petite trousse à couture en cuir rouge, ou encore une carte postale représentant l'intérieur de la cathédrale de Limoges, ou encore un livret de cartes postales, le château fort de Lourdes, la partition d'une chanson Voyage à Cuba, etc., etc., le missel. Annie Ernaux, en ce temps-là, est encore sous l'emprise de la religion. Elle est pratiquante, elle fréquente une école catholique et sa mère est elle-même très croyante, le père un peu moins, même s'ils vont faire un pèlerinage à Lourdes qu'elle raconte dans la suite de ce livre. Mais tout cela, ces restes matériels de 1952 tournent autour de l'événement sans qu'on le comprenne véritablement. Mais ce qui compte, c'est quoi au fond? Est-ce que c'est de comprendre pourquoi le père d'Annie Ernaux a voulu tuer sa mère, et fort heureusement n'y est pas parvenu, ou s'est arrêté à temps? Voilà ce qu'écrit un tout petit peu plus loin Annie Ernaux. Ce qui m'importe, c'est de retrouver les mots avec lesquels je me pensais et pensais le monde autour. Dire ce qu'était pour moi le normal et l'inadmissible, l'impensable même. Mais la femme que je suis en 95 est incapable de se replacer dans la fille de 52 qui ne connaissait que sa petite ville, sa famille et son école privée, n'avait à sa disposition qu'un lexique réduit, et devant elle, l'immensité du temps à vivre. Il n'y a pas de vraie mémoire de soi. Pour atteindre ma réalité d'alors, je n'ai pas d'autre moyen sûr que de rechercher les lois et les rites, les croyances et les valeurs qui définissaient les milieux, l'école, la famille, la province, où j'étais prise et qui dirigeaient, sans que j'en perçoive les contradictions, ma vie. Mettre au jour les langages qui me constituaient, les mots de la religion, ceux de mes parents liés aux gestes et aux choses des romans que je lisais dans Le Petit Écho de la mode ou dans Les Veillées des Chaumières, me servir de ces mots, dont certains exercent encore sur moi leur pesanteur, pour décomposer et remonter
autour de la scène du dimanche de juin, le texte du monde où j'ai eu 12 ans et cru devenir folle. Et l'on découvre la vie d'Annie Ernaux et de son milieu, de ses milieux, en 1952. Une étude sociologique ou historique de cette ville qu'elle appelle Y, c'est Yvetot, dans le livre, et puis de tout ce qui s'y passe. Descendre du centre-ville au quartier du Clos des Parts, puis de la Corderie, c'est encore glisser d'un espace où l'on parle bien français à celui où l'on parle mal, c'est-à-dire dans un français mélangé à du patois, dans des proportions variables selon l'âge, le métier, le désir de s'élever. Presque pur chez les vieilles personnes, comme ma grand-mère, le patois se limite à des expressions et à l'intonation de voix chez les filles employées de bureau. Tout le monde s'accorde à trouver laid et vieux le patois, même ceux qui l'emploient beaucoup et qui se justifient ainsi. On sait bien ce qu'il faut dire, mais ça va plus vite comme ça. Parler bien suppose un effort, chercher un autre mot à la place de celui qui vient spontanément, emprunter une voix plus légère, précautionneuse, comme si l'on manipulait des objets délicats. La plupart des adultes ne considèrent pas comme nécessaire de parler français, seulement bon pour les jeunes. Mon père dit souvent « j'avions » ou « j'étions ». Lorsque je le reprends, il prononce « nous avions » avec affectation, en détachant les syllabes, ajoutant sur son ton habituel « si tu veux », signifiant par cette concession le peu d'importance qu'a le beau parler pour lui. Donc on voit qu'Annie Ernaux s'attache ici à la manière de parler pour saisir un moment autour de ce dimanche de juin. Comment est-ce qu'on parlait à l'époque? Comment parlait son père? Comment parlait sa mère? Comment parlait Annie Ernaux elle-même? Comment la ville autour d'elle était? Comprendre, au fond, dans quel monde elle vit. Où elle vivait, parce qu'il y a la distance. 95, 52, du temps a passé et Annie Ernaux a vu le monde. Elle a quitté cet endroit où elle a vécu son enfance. Et donc, tout ce livre-là, au fond, reconstruit un temps perdu, un lieu qui n'est plus, toute une époque. Une époque assez pesante pour les femmes notamment, où il y a des choses qui sont bien vues et des choses qui sont mal vues. Et là encore, Annie Ernaux fait des listes. Tout ce qui renforce ce monde est encouragé, tout ce qui le menace est dénoncé et vilipendé. Il est bien vu d'aller à la chapelle aux récréations, de faire sa communion privée dès 7 ans et non d'attendre la communion solennelle comme les filles de l'école sans Dieu. Elle est dans une école catholique, privée. De rejoindre les Croisés, une association ayant pour mission de convertir le monde et qui représente le plus haut degré dans la perfection religieuse, d'avoir toujours un chapelet dans la poche, d'acheter âme vaillante, de posséder le missel vespéral romain de Don Lefebvre, de dire qu'on fait la prière du soir en famille et qu'on veut devenir religieuse. Il est mal vu d'apporter en classe des livres et des journaux autres que des ouvrages religieux et âme vaillante. La lecture est source de suspicion en raison de l'existence de mauvais livres, c'est entre guillemets, qui, d'après la crainte et les mises en garde qu'ils suscitent, la mention qui en est faite dans l'examen de conscience avant la confession, doivent être redoutables et en plus grand nombre que les bons, etc., etc.
un monde où l'emprise de l'Église est encore extrêmement forte et où les conventions pèsent extrêmement lourd. Mais ces conventions, Annie Ernaux s'en émancipe, ou en tout cas, il y a dès 1952 les germes de cette émancipation. Et pourtant, si je reviens à la scène initiale, elle reste totalement impensable. Voici ce qu'elle écrit un peu plus loin, vers la fin du livre. J'ai mis au jour les codes et les règles des cercles où j'étais enfermé. J'ai répertorié les langages, ce qu'on vient de lire à propos du patois par exemple, qui me traversaient et constituaient ma perception de moi-même et du monde. Nulle part, il n'y avait de place pour la scène du dimanche de juin. Cela ne pouvait se dire à personne dans aucun des deux mondes qui étaient les miens, la famille et l'école. Nous avons cessé d'appartenir à la catégorie des gens corrects, qui ne boivent pas, ne se battent pas, s'habillent proprement pour aller en ville. Je pouvais bien avoir une blouse neuve à chaque rentrée, un beau missel, être la première partout et réciter mes prières. Je ne ressemblais plus aux autres filles de la classe. J'avais vu ce qu'il ne fallait pas voir. Je savais ce que, dans l'innocence sociale de l'école privée, je n'aurais pas dû savoir et qui me situait de façon indicible dans le camp de ceux dont la violence, l'alcoolisme ou le dérangement mental alimentaient les récits conclus par « c'est tout de même malheureux de voir ça ». Je suis devenu indigne de l'école privée, de son excellence et de sa perfection. Je suis entré dans la honte. Voilà l'explication du titre. Puis il y a le voyage à Lourdes, comme une sorte de tentative pour réparer le tort. C'est Annie Ernaux et son père, sans la mère, qui partent à Lourdes, alors que la mère est beaucoup plus religieuse que le père. Et au fond, finalement, l'événement reste incompréhensible et la honte reste présente. Malgré la reconstitution qui avait pour but de comprendre, il y a des gestes, il y a des moments dans la vie qui échappent à toute reconstitution, à toute explication, à tout sens. Voilà les réflexions que ce livre, La honte d'Annie Ernaux, a suscité en moi.